Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va regarder un petit peu la syntaxe de Wizard. Donc, Wizard, c'est juste faire du C Sharp à l'intérieur du HTML. Fait que la syntaxe de comment pouvoir en faire et comment utiliser les modèles. Fait que comment mettre des données dans nos vues. En passant, tantôt, j'ai fait une petite erreur ici. Il fallait pas de point virgule. Fait que je peux l'enlever. Et aussi, juste vous dire par rapport au layout, très souvent, on va l'appeler barre en bas layout. Oui, si je l'appelais mon gabarit, mais souvent le nom, il s'appelle barre en bas layout. Mais c'est pas grave. Donc ici, ce que je veux faire, c'est pouvoir aller écrire du C Sharp. Donc je vais aller changer le contenu de mon action 2. Si vous regardez au niveau des fichiers de départ, vous avez action 2 avec déjà un petit quelque chose qui est là pour vous. On va copier, on va coller ça dans notre truc ici. Il faudra juste changer la première ligne à cause que je l'ai appelé mon layout barre en bas layout, ou sinon vous pouvez juste aller changer plutôt le nom du fichier, mon gabarit. On va le remplacer par barre en bas layout, comme ça ici, pour être plus proche de comment c'est habituellement nommé. Cependant, il faudrait juste aller changer dans l'action 3, dire que le layout maintenant c'est barre en bas layout. Donc juste s'assurer d'avoir les bons noms ici au niveau du nom de fichier, puis au niveau de votre action 2. Donc, euh, là, je vais vous montrer un petit quelque chose par rapport aux vues. Par défaut, les vues, quand on fait générer de l'exécution, tout est compilé puis tout est placé dans le DLL. Fait que ton application web, c'est juste un DLL avec tout. Et le petit désavantage avec ça, c'est qu'on n'est pas capable de pouvoir modifier dynamiquement une page. Fait que là, par exemple, je suis dans Home, Action 2. Mais regardez, si j'essaie d'aller modifier un petit peu ma page, okay? Découvrir Razor, puis là, je mets plein de R. Juste sauvegarde. Ça rafraîchit pas ici. Puis si je fais rafraîchir, ça marche pas plus. Parce que tout ça, c'est dans le DLL, puis c'est comme figé dans le temps. On va faire un petit hack pour arriver à pouvoir faire en sorte de pouvoir au moins, lorsqu'on sauvegarde puis qu'on pèse ici, voir le nouveau code. Sinon, ça va vraiment être long coder nos vues. Fait que pour ça, on va demander d'arrêter l'application. Puis on va rajouter un package NuGet. Le package NuGet, vous avez le nom dans Startup. Euh, c'est le nom qui est marqué ici. Besoin d'inclure le package. Nanana. Ça, prenez ça, copiez-le et allez dans vos dépendances de votre projet. Ici, niveau des packages, tu fais clic droit, gérer les packages. On va rechercher ce package-là ici. Fait que là, il ne faut pas être dans l'onglet installer. Il faut aller dans l'onglet parcourir, hyper important. Sinon, tu vas chercher longtemps, parce qu'il n'est pas installé dans ton projet déjà. Fait que parcourir, fait que ça c'est la liste des packages qui sont disponibles sur Internet. Puis on va prendre le premier qui donne le bon résultat. Fait que si vous avez copié-collé, ça va bien. Lui, ce package-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est que la compilation des vues écrites en Wizard, fait que Wizard, c'est du C Sharp avec du HTML, va se faire au runtime, fait qu'au fur et à mesure. Fait que ça, c'est cool quand on est en train de développer, à cause que ça te permet de pouvoir voir plus vite le résultat. Fait qu'on va l'installer. Là, il dit toutes les dépendances rattachées à ce package-là, cette bibliothèque-là. On fait oui. Et par la suite, tu signes avec ton sang, fait que tu fais j'accepte. Et c'est pas pire. Là, pour l'activer maintenant, il suffit simplement de décommenter cette ligne-là, ici, dans le Startup. Fait qu'on dit on ajoute MVC, mais le Wizard va se faire compilation. Fait que cette petite ligne-là ici, on enlève le point virgule aussi. Fait que add MVC, parenthèse ouvrante, fermante, point add nanana. Add Razor Runtime Compilation. Ça, cette méthode-là existe juste dans la bibliothèque qu'on vient d'importer. Donc maintenant, si on reroule l'application, là je vais mettre, je vais dire mon écran 2, je vais juste attendre qu'il soit parti.
fait, je vais aller sur Home, l'action 2. Voir que là, si mettons, j'enlève les R que j'ai mis en trop tantôt, je sauvegarde et je rafraîchis. Bon, ça prend un petit peu de temps pour qu'il compile, mais c'est moins long que de tout régénérer. J'ai dit que c'est moins long. Voyons, c'est donc bien long. Normalement, c'est pas long. C'est supposé d'être pas long. Bon, yay, finalement. Alors, à l'école, ça va vraiment plus vite. J'ai une vieille machine. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu la syntaxe de Wizard, puis comment faire incorporer du C# dans nos pages pour pouvoir faire, par exemple, des boucles, des if, etc. Donc, premier exemple, on l'a vu un peu tantôt, ça fonctionnait avec le symbole A commercial. Fait que quand il y a un A commercial, il y a de la magie qui peut se passer. Là, je vais peser ici pour masquer cette zone-là, juste pour avoir ça en grand. Donc, ça n'a pas d'effet le A commercial quand tu es en train de rédiger un courriel comme ça ici. Fait que là, ici, mettons, j'ai un lien mail to là, pour Mario Bros. Ça, le Razor ne s'active pas à ce moment-là. Cependant, si je suis un peu plus bas, puis là ici, je veux essayer de faire une expression implicite. Fait que ça, c'est quand que j'utilise le A commercial suivi de code C#. Là, ça va s'activer. Exemple, je vais faire un div. Okay. Puis à l'intérieur de votre div, on va aller mettre la chose suivante. Fait qu'on va aller mettre un A commercial. Fait que, puis on va marquer du code C#. Fait que datetime.now. Je sauvegarde. Je peux rafraîchir ici. Je viens de voir la date du jour apparaître. C'est pas moi qui l'ai écrit dans le HTML, mais c'est du C#. Une expression implicite, le résultat, fait que le résultat de ton expression va être copié-collé puis mis dans le HTML tel quel. On va faire encore la même chose. On va faire un autre div. Mais cette fois-ci, dans le div, je vais marquer j'ai un ID unique. Puis ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va aller mettre un attribut ID, mais j'aimerais ça que ce soit quelque chose comme d'auto-généré. Je ne veux pas me casser la tête, je veux que ce soit auto-généré, puis que ce soit unique. Mais en C#, il existe une classe qui s'appelle les guides, je prononce bien mal ce mot-là, que tu peux faire new guide. Et ça, en C#, normalement, ça te retourne un identifiant, je pense c'est de 24 de long, à peu près, ou plus ou moins. Mais c'est unique, puis il n'y a pas de risque de conflit. Fait que je vais sauvegarder. Je vais rafraîchir ici. Puis là, c'est marqué j'ai un ID unique, mais si je l'inspecte l'élément avec F12, puis je vais aller le voir pour le fun. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais juste vous le montrer. Là, c'est trop petit. Mettons, je vais le mettre comme ça. Tu vois que le ID est vraiment unique. C'est comme une série de caractères qui ne peut pas être recopiée. Bon, il n'y a pas vraiment de raison dans la vie pourquoi on mettrait un ID unique de cette manière-là, mais peut-être, oui, il pourrait en avoir, mais c'était juste pour vous montrer la possibilité. Donc, on peut aller mettre du code C#, pas seulement dans du contenu, mais on peut en mettre dans des attributs. On va essayer de faire un autre test. Par exemple, je fais ici, je marque aujourd'hui, on est le, là j'ai un espace entre le puis la date du jour, je vais marquer datetime.now, puis je fais virgule hier, on était, là je vais marquer datetime.now, puis en C#, je peux faire une soustraction avec des dates, fait que je pourrais marquer moins, puis marquer quelque chose qui équivaut à la date du jour. Date n'est pas bien écrit. Fait que je pourrais marquer moins, puis marquer timestamp from day 1. Si je fais ça, ben c'est valide. En passant, tu vois, quand c'est du code C# qui est exécuté, il est comme un peu plus en gris. Fait que tu arrives un peu mieux à comprendre la délimitation de jusqu'à où le code C#. Cependant, si tu rafraîchis, tu vas te rendre compte d'un petit problème. C'est marqué aujourd'hui, on est le. Puis là, c'est la bonne date. Hier, on était le. Puis là, c'est encore affiché la date du jour, mais ça n'a pas fait la soustraction. Ça n'a pas fait le moins avec ça ici. En fait, tout ça, il a considéré comme
du texte comme du HTML, puis arrêter l'expression C# Razor ici. Pourquoi? À cause de l'espace. L'espace fait en sorte que il considère que, ah, ok, je suis sorti du mode C#, là je retourne en mode HTML, puis je te mets ça tel quel. Fait que c'est la petite limitation des expressions implicites. Entre autres, ben ça, tu peux pas le faire avec une expression implicite. C'est pour ça qu'on va regarder les expressions explicites. Donc, les explicites, c'est le même principe, sauf que on va être... Par exemple, je vais vous demander de copier ça ici. On va le mettre juste en bas ici, dans les exemples. Puis une expression explicite, c'est simplement, on va mettre une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, qui va englober toute notre expression. Comme ça, même s'il y a des espaces, comme ça ici, ça ne dérangera pas, il va quand même le calculer, puis nous faire un résultat. Fait que sans C#, ça va donner une nouvelle date, puis il va faire un toString là-dessus pour l'afficher dans le HTML. Fait que je pourrais enlever ça ici. Hier, on était là. Ça va marcher. Yeah! Bon, prochain, on va essayer de faire un peu de mathématiques. Fait qu'on va faire un div. Puis on va faire le résultat de 4 fois 6 plus 2 est. Puis là, ça me tente pas de sortir ma calculatrice. Je me dis, C# est là pour ça. Fait que je vais demander à C#, calcule-moi le résultat de ça. Fait que j'ai fait un commercial avec parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. À l'intérieur, je vais mettre mon expression. Et c'est du C# qui va calculer le résultat pour moi. Et ça donne 26. Merci C#. Donc, ok. Prochaine chose qu'on va faire, c'est essayer de mettre... bon, attendez, ici, il y a une petite erreur. Ça, remplacez Joe par personne. Sinon, vous allez être triste. Okay. Fait que ici, là, le nom de la variable, ça devrait être personne. On va faire un div, puis on va faire la chose suivante. On va mettre le contenu Samuel, puis je vais mettre des classes. Je veux que ce div-là, il y ait la classe personne, mais également qu'il y ait la classe mineur ou majeur. Mais ça va dépendre de l'âge. Non, c'est même pas Samuel. Il s'appelle Joe. Fait qu'ici, je voudrais mettre A commercial personne.nom pour aller chercher la propriété nom de l'objet que la variable s'appelle personne. Fait que là, ça devrait m'afficher Joe ici. Mais ici, je voudrais afficher soit mineur, soit majeur, mais la classe, mais en fonction de l'âge de la personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un A commercial, puis je vais faire un if ternaire qu'on avait vu. Fait que je vais faire, ok, si la personne, son âge, est plus grand ou égal à l'âge majeur. Okay, fait que si ça c'est vrai, je mets un point d'interrogation, puis là je vais dire ce que je veux qu'il fasse quand c'est vrai. Fait que quand c'est vrai, je veux qu'il aille écrire majeur. 2 points, sinon je veux qu'il aille écrire mineur. Comme ça ici. Et je ferme ma parenthèse et et après c'est mon attribut qui est fermé. Fait que, au final, quand ça va être exécuté, il va aller analyser le contenu de la propriété âge de personne. Puis si c'est plus grand que 18, le contenu de ma variable ici, qui pourrait être aussi une constante, à cause que ça ne changera pas. Fait que ça pourrait être une constante comme ça. Il va mettre soit lui, soit lui. Bon, il n'aime pas ma constante, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller la remettre en variable, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Donc, si j'exécute, je vois j'ai Joe ici, fait que le nom de la personne apparaît. Mais si je fais un F12, puis je regarde Joey, là, il y a la classe majeure. Yeah. Mais si je change son âge, Joey a 15 ans maintenant, c'est Joe. Là, je rafraîchis, c'est rendu mineur. Fait que personne, c'est tel quel, mais dans mon attribut, j'ai utilisé un A commercial. Par la suite, j'ai utilisé une expression explicite, un razor explicite pour que ce if ternaire-là me génère soit majeur ou mineur. Bon, on va faire un autre exemple. On va essayer de, par exemple, marquer âge, A commercial,
personne point âge. Si je rafraîchis, ça m'affiche tel quel. J'aurais pu me dire, ah ben ça, il va sûrement le calculer comme une expression wizard. Non, pourquoi? À cause que ça a trop la syntaxe comme un courriel. Le commercial n'est pas précédé d'un espace. S'il y avait un espace, on voit que là, il est comme grisé, il l'aurait pris. Mais là, comme c'est collé comme une string, puis une string sans aucun espace, il ne comprend pas qu'on essaye de faire une expression wizard. Mais on peut l'aider en mettant une parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Si on fait ça, puis on rafraîchit, on voit que ça m'affiche âge 15, tout collé ensemble. Bon. Prochain truc qu'on va essayer de regarder, c'est les blocs de code. Donc, ça se peut que dans notre vue, on va mettre du code rattaché à la présentation. On ne va pas mettre du code pour accéder à la base de données, mais du code rattaché à notre présentation. Donc, on va mettre A commercial. On va mettre une accolade ouvrante et fermante. Et ici, on va déclarer une variable, par exemple, phrase égale je suis bon. Puis après, on va afficher le contenu de cette phrase-là dans un div. Commercial phrase. Je rafraîchis. Je suis bon. Yay! Ça marche. Mais il peut y avoir plusieurs blocs de code dans une page Wizard, dans une vue comme ça. Fait que, par exemple, je pourrais répéter ces lignes-là en dessous. Mais là, je fais un plus. Fait que je pourrais dire phrase plus je suis bon, je suis beau. J'ai enlevé le var parce que ma variable est déjà déclarée dans le bloc en haut. Fait que les blocs vont s'exécuter dans l'ordre. Et je peux encore copier ça. Qu'est-ce que je viens de faire juste en dessous? Je suis capable. On va voir ce que ça donne quand je lance. Je suis bon, je suis beau, je suis capable. Yeah! Ça marche. Donc, on voit ici, j'ai déclaré ma variable là, mais j'ai quand même accès n'importe où par la suite. Fait que tout s'exécute dans l'ordre. Petite chose très particulière puis à comprendre, c'est que les blocs de code comme ça, ils affichent rien dans la page. C'est juste pour exécuter du code comme des variables, etc. Contrairement aux expressions implicites ou explicites comme en haut, que eux, ils vont afficher du contenu dans la page. Fait que le résultat de l'expression va être affiché dans la page. Mais un bloc de code, non. De toute façon, tout ça, c'est tout écrit dans les beaux commentaires qui sont ici. Là. Fait que vous pouvez relire ça éventuellement. La prochaine chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une expression, puis que mon expression, c'est, par exemple, du HTML. Fait que j'ai une chaîne de caractères. Mettons que ça vient de la base de données. Là. Puis là, j'ai une chaîne de caractères, puis c'est quelque chose comme spam, span, hello world. Span, comme ça. Je sauvegarde. J'exécute. Ben, on voit que les caractères, ça ne m'a pas généré une balise span. Il a remplacé tous les caractères comme plus grand, plus petit, plus grand, par leur équivalent encodé, les caractères spéciaux. Fait que ça, je pense que c'est E commercial, c'est quelque chose qui ressemble à ça, si je me trompe pas. Greater, lower than, quelque chose du genre. Fait qu'il a remplacé ça par caractère spécial, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Pourquoi? Entre autres, c'est une mesure de sécurité. C'est rare que dans ton modèle, normalement, quand ton modèle, c'est souvent des informations qui viennent de ta base de données ou de quoi du genre, t'ailles à avoir des chaînes de caractères qui contiennent du HTML. Fait que comme c'est très rare, et par mesure de précaution, il encode tous ces caractères-là pour éviter l'injection de code. Pour éviter de faire en sorte que, par exemple, quelqu'un, un petit fin finot, commence à mettre dans un formulaire sur Internet du code HTML ou plutôt du code JavaScript, puis que ça s'exécute. Donc, pour éviter ça, ben lui, il encode tout par défaut. Fait que ça évite des problèmes de sécurité, mais ça pourrait arriver que, par exemple, nous, dans notre modèle, on ait vraiment du HTML, puis on sait, on est conscient, puis on veut qu'il soit mis dans la page telle quelle.
Fait que comment faire ça? Ben, il faut utiliser ce qu'on appelle le HTML helper. Fait que la syntaxe, c'est en commercial. HTML, tu n'as pas à marquer le mot helper. Fait que tous les helpers, c'est juste le nom sans le helper. Point. On va utiliser la méthode raw et on va aller mettre qu'est-ce qu'on voulait afficher. Fait que par exemple, c'était ça ici. Ben, je vais aller mettre ça là-dedans. Ah, ici j'ai mis des points, virgules. Je vais enlever le point virgule ici, il n'est pas nécessaire. Sinon ça fait ça, c'est pas beau. Je sauvegarde, je rafraîchis. Et ça marche. Fait que là, j'ai vraiment un span qui a été mis. Cool. Bon. Là, on va rentrer dans la chose plus le fun, les if, les else, les boucles, etc. Fait que ici, on va se créer un bloc pour le if. On va se créer un bloc qui va contenir une variable. Fait que accolade ouvrante, accolade fermante. Ça va être mon nombre égale 45. Par la suite, juste en dessous, je vais faire un if. Fait que je vais faire if mon nombre modulo 2 est égal à 0. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu affiches un certain message. Fait que là, tu vois, j'ai mon if. Puis là, je l'ai écrit comme en C# de la même manière. Okay? C'est du C# qu'on écrit. On va aller mettre, dans ce cas-là, un P. On va marquer mon nombre est pair. Donc là, automatiquement, il comprend, voyant ici que c'est une balise, que là, il sort du mode C#, puis là, il va juste mettre du HTML tel quel. Fait que si je sauvegarde, puis je rafraîchis, je vois rien. Pourquoi? Ben, mon nombre, il est pas pair, il est impair. Fait que si je mets un nombre qui est pair, mettons 44, et je sauvegarde, là, tu vois, c'est marqué, mon nombre est pair. Fait que, est pair, je pense qu'il prend pas de S. Bon. Prochain, on va faire if else. Fait que, on ne déclarera pas un bloc avec mon nombre. On va laisser lui là. Je vais copier mon if, je vais le mettre en dessous. Puis là, je vais marquer un else. Je vais dire, ok, ben sinon, je vais faire un else if. Donc, else if, mon nombre, est-ce qu'il est plus grand que 1000? Là, je vais marquer, ben, dans ce cas-là, mon nombre est plus grand que 1000. Je pourrais même mettre un else, puis dire, ok, ben, dans ce cas-là, balise P, mon nombre est impair et est plus petit que 1000. On rafraîchit et on voit que ça marche. Fait que là, mon nombre est pair, ça a rentré ici, ça fait ça, puis ça a ignoré le reste, comme un if else c'est supposé de faire. Fait que j'ai un seul des trois blocs de code HTML qui va être affiché, lequel, ça va vraiment dépendre de lequel qui va donner vrai. Puis si aucun des deux donne vrai, ça va être lui qui va être exécuté. Bon, le prochain, une book for. Donc là, j'aimerais ça faire 20 divs qui vont chacun avoir le chiffre de 1 à 20. Je vais faire le commercial. Puis je vais faire une book for comme je ferais normalement en C#. Fait que for. Je vais faire une variable que je vais appeler i, que je vais mettre à 0. Je vais dire tant que mon i est 0, non, je vais le mettre à 1. Tant que mon i est plus petit ou égal à 20, fais le code qui va être défini dans les accolades. Donc à chaque itération, ce que je veux que tu fasses, c'est une balise div et que tu affiches i. Là, je sauvegarde et ça m'a affiché 20i. Bon, moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais avoir le chiffre qui correspond à la variable C# i. Fait que là, si je veux avoir le contenu d'une variable, ben, il faudrait que j'utilise ici le A commercial. Puis là, tu vois qu'il est un peu grisé. Fait que là, tu sais qu'il l'a bien compris. Je rafraîchis et ça marche. Cool. Prochaine étape, on va aller faire une boucle for each. Donc là, ici, j'ai mis des données directement dans la vue. J'ai marqué un gros avertissement. Il ne faudrait pas normalement qu'une vue aille chercher des données eux-mêmes ou les fabrique. Ils devraient les recevoir du contrôleur, mais je vais décommenter ces deux
Je vais décommenter ça. Et là, il est en train de chialer. Pourquoi? Ben, la vue, il n'y a pas accès à la classe personne. Il n'est pas dans le même dossier, ok? Vue, c'est pas dans le même dossier que modèle personne. Puis en plus, on n'a même pas la classe personne dans notre code. Il est juste pas fait. Bon, fait que, on va la faire de 1. Fait qu'on va faire clic droit dessus. Ben, on va arrêter l'exécution. On va aller rajouter une classe qui va s'appeler personne. Et le code qui est à mettre ici, ben je vous l'ai donné, parce que je suis gentil parfois. Vous l'avez ici. Donc copier-coller ça. Donc c'est une classe qui a juste un ID, que c'est un int, des strings pour le nom, le NAS, l'image, un chiffre pour l'âge, puis un booléen pour dire s'il a été fraudé. Bon. Fait que c'est une structure de données. Parfait. Ça présente de l'information. Et là, on voit que tout ça, là, ça marche, il est content. Bon, on va faire une boucle. Donc ici, on va faire un for each. On va dire var pour tous les éléments qui sont dans personne. Fait que ma variable personne est définie ici. C'est un tableau de personne. Je mets mes accolades et là, je vais faire un div dans lequel je vais afficher le nom de la personne. Fait que élément, A commercial, élément.nom. Espace, je vais mettre entre parenthèses l'âge de la personne. Fait que je vais mettre parenthèse, élément.âge et je ferme ma parenthèse. Donc, si je rafraîchis, là j'ai perdu le truc. Ah, je l'ai éteint tantôt. Okay. Si je rafraîchis, là je vais voir la liste apparaître. Et éventuellement, donc là, il faut que je retourne sur le Home Controller, l'action 2. Donc on voit ici, ça a marché. Bon, c'est cool. Une petite amélioration qu'on peut faire, ça, on n'aime peut-être pas ça, spécifier l'espace de nom, le namespace, toujours. On pourrait utiliser la directive using. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais le copier, puis je vais aller tout en haut. Puis avant le layout, je vais aller mettre un commercial using, pareil comme en C#, même sorte de using. Je mets mon espace de nom ici. Fait que là, ça va m'éviter à devoir traîner des noms vraiment longs ici. Fait que là, je peux le simplifier comme ça. Et ça marche encore. Ouais, il est en train de compiler. C'est long parfois, parfois c'est pas long, je ne sais pas pourquoi. Bon, là c'est fini. Là, qu'est-ce que je vous disais, c'est que les données, normalement, on ne les reçoit pas. C'est pas la vue. Mais la vue ne devrait jamais générer ses propres données puis les afficher. Il devrait les recevoir du contrôleur. Donc, on va voir comment on peut faire pour que le petit contrôleur qui est ici, que lui, actuellement, il fait juste retourner la vue, ben, il puisse passer les données à la vue. Donc, on va transférer la responsabilité. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est dans le code encore que je vous ai donné, dans Autres, tu as une fonction qui s'appelle Obtenir une liste personne, qui est privée, qui retourne une liste de personnes. Fait qu'il fait juste répliquer une liste, puis il la retourne. Copiez-la et mettez-la au niveau de votre contrôleur à la fin, comme quatrième méthode du contrôleur, sauf qu'il est privé. Là, tu vois, ça t'affiche en pas beau. Pourquoi ça affiche en pas beau? Ben, en vert, c'est à cause que si tu laisses ta souris dessus, il dit ah, les changements ne sont pas appliqués à l'exécution en cours. Ça, c'est à cause que c'est encore en exécution. Si tu l'arrêtes, là, ça va être correct. Puis là, tu vas pouvoir arranger ton code en conséquence. Là, il n'est pas super bien formaté. Puis là, ici, il manque
le namespace, le using, fait que je vais faire Alt, Enter, incorporer le using. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire en sorte que ma vue va appeler cette fonction-là. Cette fonction-là va retourner des données, puis ces données-là, je vais tout simplement les passer à ma vue. Donc, manière de faire. Oups. Donc, manière de faire. On est capable d'appeler des fonctions qui retournent des résultats en C#. Fait que, par exemple, je pourrais me dire, OK, je vais faire une variable qui s'appelle données, puis données, ça va être le résultat de l'appel à la fonction obtenir liste personne. Fait que obtenir liste personne me retourne une liste. Ça, c'est mes données. Par la suite, si je veux passer des données à une vue, il faut simplement que dans les accolades, ici, j'y passe mes données. Fait qu'ici, données, c'est une liste de personnes. Fait que ma vue, maintenant, elle va recevoir comme données une liste de personnes. Il y a comme 3 manières qu'on va voir pour passer des données à une vue. Entre autres, là, ici, c'est en train de... La manière que je suis en train de vous montrer, c'est en spécifiant le modèle que la vue va utiliser. Mais on va en avoir 2 autres prochainement. Donc là, si je retourne dans ma vue qui est ici, il faut que j'indique c'est quoi la nature des données du modèle qui est utilisé par ma vue. Fait que mon Home Controller, tu vois que c'est une liste de personnes qui va donner à mon vue. Tu vois, comme quand que je laisse la souris dessus, ça marque que c'est une liste de personnes. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon action 2, je vais aller mettre une directive en haut, après le using, que c'est modèle en minuscule. Puis à côté de modèle, tu dois marquer le type de données qui correspond à ton modèle, qui est utilisé par la vue. Fait que là, je vais marquer, c'est une liste de personnes. Je sauvegarde. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier? Pourquoi ce n'est pas valide dans le contexte donné? Ah non, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qui est particulier? C'est que dans ma vue, je vais avoir accès à une variable qui va s'appeler modèle avec un M majuscule. Fait que juste pour se tromper, en haut, c'est avec un M minuscule, c'est pour définir c'est quoi le type de données du modèle. Mais après ça, j'ai une variable qui s'appelle M majuscule qui va servir à représenter les données qui ont été passées à la vue. Fait que, par exemple, je pourrais copier ce for each là, puis le répéter en bas. Et à la place de personne ici, je vais marquer modèle, mais avec un M majuscule. Fait que ça, c'est une variable qui est de type liste personne, à cause que on l'a défini en haut du fichier. Puis les données proviennent de ici, qui ont été obtenues ici. Fait qu'on va relancer l'application, puis on va regarder si ça a bien marché. Personne ne contient pas de définition de pour a été fraudé. Ah, ok, oui, c'est que dans le code que je vous ai demandé de copier, c'est un A minuscule, mais je l'ai modifié pour que ce soit un A majuscule. Vous n'allez pas avoir cette erreur-là. Je vais l'avoir corrigée d'ici le temps que vous obtenez le contenu. Donc, je le lance, je regarde. J'ai appelé le Home Controller Action 2. Et on voit que j'ai mes personnes ici. C'est pas les mêmes personnes que tantôt, parce qu'ici, on voit qu'au niveau de mon contrôleur, c'est des noms de personnes différents. Mais on voit que ça marche. Donc ça, c'est une manière pour le contrôleur qui est cette classe-là ici, d'aller communiquer à la vue des données à utiliser, en spécifiant le modèle. Donc, c'est tout pour cette vidéo-ci. La prochaine vidéo, c'est on va essayer de faire un exemple concret d'une petite application avec qu'est-ce qu'on a appris. Donc, bonne suite!